Avec les instructions que vous avez, vous pouvez déjà quasiment faire la plupart des programmes dont vous avez besoin. Néanmoins, vous avez pu le remarquer, beaucoup d'opérations complexes sont cachées derrière quelque chose qu'on appelle des fonctions ou alors des méthodes. Ces fonctions sont des choses qui vous permettent d'encapsuler du code, de regrouper tout un tas d'instructions sous un même nom, afin de pouvoir l'utiliser encore et encore. C'est très pratique d'une part pour pouvoir partager du code, mais d'autre part surtout pour éviter de se répéter encore et encore et encore. C'est une forme de réutilisabilité du code. Donc vous allez apprendre dans cette partie à faire vos propres fonctions plutôt que d'uniquement utiliser les fonctions des autres comme nous l'avons fait jusqu'ici. Par exemple, la fonction len, qui prend en paramètre quelque chose qui a une taille, une liste par exemple, ou alors une chaîne de caractères, et qui retourne la taille de cet élément. Ce qu'il y a entre les parenthèses, c'est ce qu'on appelle les paramètres, c'est ce qui rentre dans la fonction. Ce qui est entre parenthèses, c'est ce qu'on passe en paramètres. Ensuite, la valeur de retour, c'est ce qui sort à gauche de la fonction. Je peux utiliser une variable pour labelliser la valeur de retour. Donc, on a quelque chose qui rentre par ici et quelque chose qui sort par là. On peut imaginer la fonction comme une usine, c'est-à-dire que nous avons les données qui rentrent dans un petit tuyau par le haut, ensuite il se passe quelque chose à l'intérieur et nous avons un produit fini qui sort par la gauche. Généralement, on ne souhaite pas que le produit fini qui sorte par la gauche soit la même chose que l'objet qui soit rentré. Donc, nous avons très souvent des objets différents qui rentrent et qui sortent. Il est tout à fait possible d'écrire ses propres fonctions soi-même. En fait, c'est même recommandé. En effet, l'écriture de fonctions permet de réutiliser le même code encore et encore et encore, sans avoir à le réécrire à chaque fois, juste en utilisant le nom qu'on a apposé sur ce code. En y pensant de cette manière, on peut se dire qu'une fonction n'est finalement qu'une manière de mettre une étiquette sur un gros bloc de code plutôt que sur un objet. Admettons que je souhaite faire une moyenne entre deux nombres. J'ai un nombre A, qui consiste à ma note pour mon premier examen, j'ai un nombre B, qui consiste en ma note pour mon deuxième examen. Si je veux faire la moyenne, il faudra que je fasse A plus B, et que je divise le résultat par 2, et j'obtiendrai ainsi une moyenne. Si je souhaite réutiliser encore et encore ce code, je peux mettre tout cela dans une fonction. Appelons cette fonction moyenne. Je fais exactement la même chose. La différence étant que je mets tout cela à l'intérieur d'un bloc. Pour définir une fonction, on utilise le mot-clé def. Ensuite, on choisit un nom pour sa fonction. Ensuite, nous mettons des parenthèses. Et ensuite, nous mettons 2 points. Il y a une indentation. Tout ce qui est à l'intérieur indenté est le bloc qui sera contenu dans cette fonction. Et voilà, j'ai la fonction moyenne qui est maintenant accessible depuis l'étiquette moyenne. Vous pouvez voir que si je n'utilise pas de parenthèse, derrière cette étiquette se retrouve la fonction moyenne. Et si j'utilise des parenthèses, je vais avoir ma moyenne qui va être calculée encore et je peux réutiliser la fonction plusieurs fois. Notez bien que moyenne n'est qu'une étiquette. Je pourrais bien appliquer une autre étiquette à cette fonction. De la même manière que j'applique des étiquettes à n'importe quoi. Et j'aurai bel et bien ma fonction derrière et je pourrais tout à fait l'appeler avec cette autre étiquette. Donc les fonctions fonctionnent de la même manière que toutes les variables que vous avez vues jusqu'ici, ce sont des étiquettes, mais au lieu d'être appliquées juste sur un objet, vous l'appliquez sur tout un bloc de code. Pour l'instant, nous n'avons qu'une moyenne avec une sortie. Nous utilisons le mot-clé return pour dire « voici ce qui sort de la fonction ». C'est ce qui sort sur la fonction, c'est ce flottant, ce nombre à virgule, cet objet 11. Une fois que le mot-clé return est arrivé dans la fonction, on sort de la fonction. Cette partie-là, c'est ce qui fait que la valeur ressort par ici et par ici. Maintenant, voyons comment on fait rentrer des choses dans la fonction. En effet, jusqu'ici, nous utilisons que des nombres constants. Ce n'est pas très pratique puisque nous ne pouvons utiliser la fonction moyenne que pour pouvoir calculer la moyenne de ces deux nombres. Or, il est très probable que nous voulions calculer la moyenne d'autres nombres. Pour ce faire, on peut utiliser exactement le même code, mais nous allons déclarer les variables entre parenthèses. Puis nous allons utiliser ensuite notre calcul,
puis nous allons retourner le résultat. Maintenant, nous pouvons choisir n'importe quel nombre, ici et là, pour pouvoir en calculer la moyenne. Ceci donne le même résultat que précédent, mais si je veux mettre un autre nombre, je suis tout à fait capable de le faire. Ce nombre-là va être étiqueté A, et ce nombre-ci va être étiqueté B. Cet étiquetage ne dure que pendant la durée de la fonction et n'est valable qu'à l'intérieur de la fonction. On pourrait même écrire cette fonction de manière un peu plus courte en utilisant A, B, et en utilisant return directement afin de retourner le résultat sans passer par la variable intermédiaire résultat. Le résultat est tout de même retourné de la même manière et nous pouvons le stocker bien évidemment dans une variable. Voilà, vous savez écrire une fonction. C'est la base de tout ce qu'il faut savoir pour les fonctions. Avec ceci, vous pouvez faire la plupart des fonctions dont vous avez besoin, tout le reste n'étant que des améliorations et des choses qui vont vous faciliter la vie. Une des choses qui vont faciliter la vie à tout le monde est la possibilité de documenter sa fonction. On peut documenter une fonction en utilisant ce que l'on appelle une docstring. C'est une chaîne de caractères que l'on met en dessous de la fonction et qui va décrire ce que fait la fonction. Retourne la moyenne de A et B. Cette chaîne de caractères n'a pas besoin d'être assignée à quoi que ce soit. La seule chose qui est importante, c'est qu'elle soit bel et bien en dessous du code qui définit la fonction avec def. Une fois qu'on a une docstring, on peut utiliser la fonction help pour obtenir l'aide sur cette fonction moyenne. En fait, help fonctionne sur n'importe quelle fonction de la librairie standard. Par exemple, si vous voulez savoir ce que fait len, vous testez ici help dessus et vous pouvez voir que cela retourne le nombre d'éléments dans un conteneur. Vous pouvez tester help sur print et vous allez voir que print affiche les valeurs. On peut aussi voir les différents paramètres qui sont disponibles pour pouvoir printer. Sans paramètres, help, qui est une fonction elle-même, va vous donner accès à un nouveau prompt qui est le prompt d'aide. Et dedans, vous pouvez taper n'importe quelle chose pour pouvoir obtenir une aide. Par exemple, si vous voulez avoir des aides sur les entiers, si vous tapez int, et vous aurez une aide complète sur comment gérer les entiers. Si vous voulez connaître tous les sujets disponibles, vous tapez topics, et vous avez une liste de sujets disponibles. Vous pourrez alors taper par exemple formatting, et à ce moment-là, vous aurez un tutoriel sur comment formater en Python. Pour quitter, il suffit d'appuyer sur Q et d'appuyer sur Entrée, et vous retournez sur l'interpréteur Python. Python est donc un langage autodocumenté. Même si vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez toujours vérifier la documentation de Python en utilisant la fonction help. En écrivant des docstrines pour vos propres fonctions, vous participez ainsi à cette autodocumentation. C'est extrêmement pratique car vous pouvez avoir la documentation dans votre code au fur et à mesure que vous lisez le code, mais également dans le code des autres quand vous l'importez et que vous utilisez help, même si vous n'avez pas accès directement au fichier. Une fois que vous avez écrit votre fonction, en l'occurrence ici la fonction moyenne, il est généralement intéressant de pouvoir la stocker quelque part et la réutiliser. En vérité, vous pouvez l'écrire dans un fichier et l'importer comme n'importe quelle autre fonction. Souvenez-vous, on pouvait faire quelque chose comme import random et ensuite random.randint. Eh bien, on peut faire exactement la même chose avec vos propres fonctions. Ouvrons Sublime Text à nouveau et nous allons créer un nouveau fichier dans lequel nous allons mettre notre fonction. Voilà. Nous allons le sauvegarder et l'appeler école.py. Et dans notre école, nous allons définir notre fonction moyenne avec A, B, sa docstring, retourne la moyenne de A et de B. Voilà. Et ensuite, return A plus B divisé par 2. Voilà. Nous avons maintenant
ce fichier école. Et nous allons nous déplacer sur le bureau pour que nous soyons à côté du fichier école. Donc là, nous sommes dans le dossier bureau pour le shell. Nous relançons Python. Ici maintenant, nous pouvons importer école et faire école.moyenne et pouvoir ainsi réutiliser le code que vous avez écrit. Il est évidemment possible de pouvoir faire aussi from école import moyenne. Nous avons pu importer école car nous avons démarré notre programme dans le même dossier que école.py. La raison pour laquelle cela fonctionne, c'est parce que tous les imports fonctionnent en utilisant quelque chose que nous appelons le Python Path, le chemin Python. Dans le module 6, il existe une liste qui s'appelle Path. Cette liste contient des chemins vers des dossiers. Ces dossiers sont tous les dossiers dans lesquels Python va chercher le nom des packages quand vous faites un import. Quand vous faites import pathlib, pathlib est d'abord recherché là-dedans, puis là-dedans, puis là-dedans, puis là-dedans, puis là-dedans. La première chaîne de caractères vide va amener Python à chercher dans le dossier en cours. Donc, quand vous allez faire import école, il va d'abord chercher dans le dossier en cours, puis s'il ne trouve pas école, il va le chercher ici, 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 puis ici. Il faut donc que votre code se trouve dans un de ces dossiers pour pouvoir être apporté. Il existe plusieurs manières de faire, mais généralement le mettre dans votre dossier en cours est une manière très très simple. Une autre manière peut être de faire sys.path, et comme c'est une liste, de faire append dessus, et d'ici de mettre le chemin vers le dossier dans lequel se trouve votre module. Une fois qu'il a été rajouté à cette liste, Python cherchera donc également dans ce dossier pour pouvoir importer un module. Un fichier Python tout seul, tel que école.py, est ce que l'on appelle un module. On parle également de script quand ce module est destiné à être utilisé directement en tapant son nom dans la ligne de commande comme ceci, Python école.py. Dans ce cas-là, on parle de script. Un script est donc un module spécialisé qui va pouvoir être utilisé tout de suite. Mais tous les modules ne sont pas destinés à être utilisés comme des scripts. Par exemple, le module sys, le module pathlib, sont des modules qui sont destinés essentiellement à être importés et pas à être utilisés directement. Les modules peuvent être également documentés. Ainsi, je peux mettre une docstring sur mon module et décrire le contenu de ce module. Contient des outils pour gérer des classes d'école. Une fois qu'un module a été importé, le réimporter n'a pas d'effet. Si vous voulez pouvoir découvrir les changements qui ont été appliqués à votre module école, il faut donc sortir de l'interpréteur et le relancer. J'importe école de nouveau et je peux faire help sur école pour pouvoir voir que dans école, j'ai une description, contient des outils pour gérer des classes d'école, et ensuite j'ai la liste des fonctions à l'intérieur de ce module, notamment ma fonction moyenne et sa docstring. Faisons maintenant un petit exercice pour pouvoir vous habituer à utiliser les fonctions.